Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de Histoire de livres. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Madame Claude Cournoyer. Bonjour Claude. Bonjour Marie. Claude est l'auteur d'un tout nouveau livre qui s'intitule « De défis en passion ». Imaginez qu'à 71 ans, cette dame commet son premier livre. Alors, quelle belle aventure que cette publication. Claude, d'abord, dites-moi, d'où êtes-vous originaire? Je suis née en France, au Mans, la ville des 24 heures du Mans, mais je n'y ai jamais habité. J'habitais 6 mois sur 12 en très proche banlieue parisienne et les 6 autres mois de l'année dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ah, c'est bien. Donc, ce livre de défis en passion va nous permettre de connaître votre histoire à partir de vos origines. C'est ça, à partir de mes origines, c'est-à-dire, surtout à partir de mon adoption, que je n'ai su que beaucoup plus tard. Donc, vous étiez dans une famille standard, normale, et un peu plus tard dans votre parcours, vous découvrez que vos parents biologiques sont tout autres que ceux que vous croyez être vos parents. Tout à fait par hasard, en découvrant un document. Et ma mère adoptive, à ce moment-là, n'a pas réagi à ça du tout. Je n'étais pas capable de lui faire admettre que j'avais été adoptée pour avoir certains renseignements. Mais votre recherche nous permet, à l'intérieur des pages de votre livre, d'abord d'apprivoiser qui était la petite Claude. Et d'ailleurs, je salue la page couverture de votre livre où nous avons une photo vraiment très attachante. Quelle est l'histoire de cette photographie? Eh bien, c'est la première photo que j'ai retrouvée dans la boîte à chaussures qui tient toutes les photos. La première photo qui semble avoir été prise après mon adoption. Je devais avoir aux alentours de 4 ans. OK. Et vous êtes avec votre poupée? Avec ma poupée que maman avait achetée contre 2-3 livres de beurre. Hein. C'était le marché noir, c'était l'occupation, le débarquement, tout ça. Alors, ma petite poupée, Catherine, qu'on appelait un baigneur, que quand on la penchait, les yeux se fermaient. Quelle belle image pour évoquer toute l'enfance que vous avez eue, également votre parcours qui s'est développé autour d'une passion. Parlez-moi de la passion qui ressort de ce livre. Oh, mais là, il y en a plusieurs passions. Mais la plus grande passion peut-être, ce serait le chant choral. Il n'y avait pas de musique à la maison, mais au collège, il y avait une petite chorale à 3 voix. À l'église, il y avait le grégorien que je déteste parce que ça n'est pas polyphonique. Et puis, par la suite, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois que j'ai eu la chance d'entendre à 8 ans, et je voulais que maman me coupe les cheveux. Et puisque je m'appelais Claude, il n'y avait aucun problème, je devais pouvoir rentrer avec les petits chanteurs. Et puis, plus tard, alors à 19 ans, ça a été la découverte vraiment du chant choral avec les chanteurs de Saint-Eustache, une très grande chorale là-bas, de niveau professionnel, qui nous donnait, on avait un événement tous les 10 jours à peu près, que ce soit un concert, une télévision, un film, même les grands mariages, les enfants du comte de Paris à Cœur-Volant, on allait faire ça, des grands enterrements. Bon, je trouve plus le nom, Cocteau, par exemple. Cocteau. On est allé, oui, pour l'enterrement de Cocteau. Alors, on était très pris, j'étais très prise dans cette musique et je baignais dedans. Est-ce que vous étiez considérée comme une professionnelle du chant choral à cette époque? C'était des chorales amateurs, mais de niveau professionnel. OK. Mais vous deviez quand même avoir à gagner votre vie, vous deviez avoir quand même à relever certains défis que toutes les adolescentes ont à relever à ce moment-là. Comment se passait votre entrée dans le monde des adultes et dans le monde professionnel? Oh, le monde des adultes, je suis rentrée très jeune dans le monde des adultes parce que ma mère était veuve. J'avais à peine 4 ans. En Normandie pendant le débarquement. Et ma mère a dû acheter un magasin, c'était la guerre, il fallait qu'elle place le petit peu d'argent qu'elle avait, et un magasin saisonnier où on arrivait 2 semaines avant Pâques, ce qui fait que je faisais jamais une année scolaire complète. Et là, j'ai été prise dans les responsabilités très jeune.
Je n'ai même eu mes premières vacances qu'à 22 ans. Et donc, j'étais vraiment déjà dans le domaine des adultes. Ensuite, j'ai fait des études de comptabilité et j'avais très hâte de pouvoir décharger maman de toutes ces dépenses. Je voulais partager le budget. Alors, j'ai travaillé très jeune en comptabilité. Donc, ça donnait deux piliers majeurs de votre progression qui vous ont été utiles tout le reste de votre vie. Absolument. J'ai baigné... Oui, absolument. J'ai fait toute ma carrière en comptabilité et tout mon immense bonheur, mon oxygène dans le chant choral. Ce livre nous permet de découvrir le premier coup de cœur que vous avez eu et qui a été sans doute un élément qui a changé toute votre vie, c'est la rencontre avec votre amoureux. Au cours d'un concert à Rouen, il y avait quelques Québécois qui étaient là, dont le père Fernand Lindsay du reste, et il y avait un autre Québécois qui était là à ce concert-là, et dans le banquet qui suivait, il était face à moi et il est rentré dans le chœur aussitôt. C'était un excellent ténor, il est toujours excellent ténor, et eh bien je l'ai suivi. Je l'ai suivi au Québec. Et très tôt, 3 semaines après mon arrivée, en 67, j'ai eu la chance de pouvoir chanter avec lui, parce qu'on manque toujours de ténors, avec les chœurs de l'Orchestre symphonique de Montréal, avec Zubin Mehta, que j'avais admiré à Paris, aux Champs-Élysées. Je m'étais dit, j'irai au bout du monde chanter avec ce type-là. On a chanté la 9e à la Place des Arts, et puis ça s'est continué tout le temps comme ça. Alors, c'est votre cœur qui vous a amené de la Normandie jusqu'au Québec. Absolument. Et ici même au Québec, votre vie n'a pas été de tout repos. Vous avez eu à franchir plusieurs obstacles, vous avez eu à combattre, entre autres, pour votre santé. Parlez-moi un peu de un parcours bref, en fait, de ce que le Québec vous a proposé comme terre d'accueil. Comme terre d'accueil, c'était formidable. J'arrivais du reste, j'avais pu prendre contact un peu avec le Québec par ce groupe de Québécois que je rencontrais à Paris. J'admirais beaucoup la simplicité des Québécois. En France, tout est interdit. Il y a les us et coutumes qui sont lourds souvent. J'aimais beaucoup la simplicité des Québécois. Alors, donc, l'adaptation a été très facile, surtout avec un mari qui avait vécu 4 ans en France, qui était quasiment plus français que moi. Donc, il y a eu un mélange. Je gardais le meilleur des deux côtés pour élever les enfants. Et puis... Vous avez continué, en fait, à faire du chant choral. Absolument. Mais vous avez développé aussi d'autres formes de créativité. Oui, il y a eu l'horticulture qui est arrivée pas mal plus tard. Je connaissais strictement rien là-dedans. À un moment donné, on a acheté une nouvelle maison après le décès de maman. Il y avait un immense terrain. Je venais de quitter le chant choral parce que je ne pouvais plus assumer les concerts. Je craignais de ne pas arriver à la fin du concert. Donc ça, c'était un drame. Et je me suis jetée à corps perdu dans l'horticulture, n'y connaissant rien. Mais au bout d'1 an, j'avais déjà des visites de jardin extraordinaires puisque je partais de mon ancienne maison où j'avais déjà pas mal de fleurs. Et ça s'est développé des échanges de fleurs, parce que c'est un des aspects très importants de l'horticulture, c'est pouvoir échanger les fleurs. Vous vous êtes enraciné à Laval même? Absolument, 40 ans. Pendant 40 ans? Oui, 40 ans. Et je suis toujours à Laval. Alors, c'est votre terre de prédilection. D'adoption. J'ai constaté à la lecture de votre livre, Claude, que chaque fois que vous êtes face à un défi, votre caractère fonceur, votre esprit de créativité fait en sorte que vous trouvez les moyens de passer à travers un défi et d'en faire une passion. Absolument. Est-ce que, à l'intérieur de votre livre, c'est un peu le message que vous voulez laisser au lecteur? Oui. Je raconte quelquefois des choses pas tellement faciles, des moments pas tellement faciles, mais je m'en tire toujours avec une pirouette. Et au fond, c'est ça. Je suis toujours comme ça. Je vais aller au fond de la détresse, de tout ce que vous voulez, pendant quelques jours.
Et après, je redonne le coup de pied qui me fait remonter à la surface et j'entreprends à bras-le-corps le problème et puis il faut que ça se solutionne. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit avec l'expérience même de publier un livre. Oui. Car à 71 ans, ce défi était important pour vous. Oui, la difficulté n'était pas d'écrire. J'adore écrire, j'ai hâte au prochain livre. Mais la difficulté, c'était de le faire paraître, ce livre. Tant qu'à faire d'avoir travaillé, je voulais qu'il sorte. Et oui, vraiment, ça a été très difficile, mais j'ai eu de l'aide. De l'aide sensationnelle avec l'AQI, mais je suis allée jusqu'au bout. C'était vraiment un défi. J'ai passé l'été à ça. Donc, vous avez consacré à l'écriture même, à la recherche sur l'ensemble de votre parcours de vie plusieurs mois. Ensuite, vous vous êtes mis à l'écriture de façon formelle. Non, je suis partie directement dans l'écriture. Vous êtes partie directement dans l'écriture. Okay. Directement dans l'écriture. Et le défi était de le compléter et de le faire publier. C'est ça. Et vous êtes rendu maintenant, justement, à l'étape la plus agréable de cette expérience, qui est celle de le partager avec le public. Bien sûr. Comment va se passer la phase de diffusion qui s'amorce pour vous? Alors, d'abord, il y a un lancement qui va avoir lieu le 27 octobre à la librairie Carcajou au centre d'achat du Vernet. C'est à 3 heures, mais dès midi, j'ai une séance de signature. Et puis, oui, bien, ça, pour le faire, j'ai la chance d'habiter dans une résidence de 600 personnes. Alors, samedi, j'ai encore un lancement là où il y a déjà de nombreuses personnes inscrites. Et puis ensuite, ben, ma foi, je fais confiance à l'avenir. Bien sûr. Et vos messages à l'intérieur du livre sont quand même des messages très positifs. Très positifs. En fait, partir de la Normandie, s'enraciner au Québec. Déjà partir, entendre le son de la sirène du bateau France, parce que j'ai eu la chance de faire le seul voyage du France au Québec. J'étais sur le France, et cette sirène, je l'aurai toujours en mémoire, parce que là, je partais. Je quittais toutes mes amarres. J'avais 26 ans. Consciente que vous alliez entreprendre une nouvelle vie. Oui, et vraiment, c'était l'inconnu ou presque. Pour moi. Qui aurait dit à ce moment-là qu'un jour, vous auriez un livre avec votre nom, que vous auriez même créé votre maison d'édition? Bien, absolument. Il y a 5 mois, du reste, je ne savais pas que j'aurais une maison d'édition. Alors, l'exemple que vous nous laissez, c'est sûr, c'est un exemple de détermination. C'est ça. Et je me permets d'inviter les gens à venir découvrir en grand nombre votre publication. Ça me fera grand plaisir. Un rendez-vous est donc lancé à tous nos auditeurs. Le 27 octobre. Pour venir à la rencontre de Claude Cournoyer, 27 octobre. Claude signe avec une très grande fierté le livre intitulé « De défis en passion », publié aux éditions Tadine. Et ce livre sera évidemment en vente dans toutes les librairies du Québec. Venez donc cueillir votre autographe et prendre acte des 1001 événements qui ont marqué la vie de Claude Cournoyer. Merci beaucoup, Claude, et merci, bon Marie. succès. Peut-être vous reverra-t-on dans la publication d'un prochain ouvrage. Merci beaucoup. Au revoir. Nous revenons dans quelques minutes avec une deuxième invitée. Nous sommes de retour avec notre deuxième invité de cette deuxième émission d'Histoire de livres. Pour marquer la rentrée automnale 2012, nous avons à vous faire découvrir un nouvel auteur et une nouvelle collection. Alain Lafont, bienvenue. Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à cette émission pour nous parler du livre qui vient tout juste de paraître à la rentrée, qui s'intitule « Les voyageurs de la nuit ». Ce livre, Alain, c'est le fruit vraiment d'une épopée. Vous y travaillez, en fait, depuis votre enfance. Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 7 ans, je me rends compte que j'ai 2 vies. J'ai une vie de jour, mais j'ai aussi une vie de nuit parce que je rêve beaucoup. Je me souviens de mes rêves, j'en suis conscient souvent. Donc, j'ai vécu plein d'aventures et puis j'ai une bonne mémoire. Mais de là à partir
une collection ou à mettre au monde une collection de livres, bien là, il y a peu de gens qui vont utiliser leur matériel personnel, celui des rêves que vous faites de façon récurrente, pour en faire une série de livres. Comment se fait le passage? Est-ce que c'était plus fort que vous de dire « un jour, je dois écrire » ? J'ai toujours été comme une éponge un peu pour la lecture. Depuis la plus tendre enfance, je lis un peu de tout. Du Stephen King, du Dean Koontz, Arthur C. Clarke, dans la fiction autant que dans le fantastique. Donc, c'est sûr que ce genre de lecture-là a nourri beaucoup mon imaginaire. Les rêves ont remâché un petit peu tout ça, en ont fait des nouvelles aventures. Donc, quand je suis arrivé avec du matériel original, ça m'a permis d'avoir des histoires qui étaient bien à moi. OK. Maintenant, Les Voyageurs de la nuit, vous nous amenez dans un univers, nous sommes en plein cœur d'un thriller fantastique. Comment avez-vous mise en forme cette idée même? Nous voyons sur la couverture notamment une scène très marquante qui nous permet de rentrer dans votre sujet. Les Voyageurs de la nuit, quelle idée magnifique! Le thriller fantastique prend source de 3 de mes rêves, donc des rêves récurrents que j'ai depuis l'âge de 7 ans, 15 ans, 25 ans, qui se suivaient l'un l'autre. La scène qu'il y a sur la page couverture, c'est un peu le démarrage, c'est là où tout prend sa source, là où le héros rencontre l'anti-héros, là où l'intrigue prend sa source lorsque le héros défend une jeune fillette sans en avoir conscience, parce que le héros a un pouvoir extraordinaire. Alors, on est en présence d'une jeune fillette poursuivie par une espèce de monstre aux yeux bizarres, et tout ceci va nous amener dans votre univers. Oui. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a des capacités hors du commun, c'est vrai. C'est un individu qui peut être comme tout le monde. C'est votre voisin, c'est votre ami, c'est un membre de votre famille. C'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire, quelqu'un qui a une vie bien normale, bien tranquille, qui a une femme. Puis du jour au lendemain, arrive comme sur la page couverture un anti-héros qui arrive dans sa vie et qui n'a qu'un objectif: détruire l'individu, détruire le héros, détruire aussi tout son entourage, avec une férocité qui n'a aucun égal. On entre dans le domaine je dirais pas du paranormal, mais en pénétrant dans les rêves des individus qui sont vos personnages principaux, on entre quand même dans une dimension construite qui nous ouvre d'immenses possibilités. Comme auteur, cette idée même de nous faire pénétrer dans le milieu des rêves, à votre connaissance, c'était unique? C'était unique, mais c'était un petit peu naturel aussi. Du fait que mon inspiration, je l'ai pris à ce niveau-là, je pense que c'était un juste retour des choses, que ce soit aussi le cadre de ma première histoire, de ma première trilogie. Les rêves, juste essayer d'imaginer les rêves, vous pénétrez dans un domaine interdit, vous pénétrez là où est-ce qu'il n'y a plus d'inhibition, vous n'avez plus de protection, vous n'avez plus aucune défense. Imaginez une personne qui peut rentrer dans vos rêves, elle connaît toute votre vie, elle vous contrôle, et plus que ça, si elle a un pouvoir de s'adresser à votre inconscient, elle peut faire des ravages incroyables. Et c'est ce qui nous entraîne au fil des 600 quelques pages, vraiment dans un marathon incroyable qui nous permet de ressentir toute la vulnérabilité des gens qui sont en proie à des manipulateurs de rêves qui sont vraiment sataniques. La vulnérabilité, mais aussi la force. Oui. Parce que si vous êtes la victime, c'est sûr que vous êtes vulnérable, mais lorsque vous n'êtes pas la victime, que vous êtes le sauveur, là, l'univers prend un tout autre contexte. En rêve, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de limite à votre imaginaire. C'est juste votre imaginaire qui est votre limite. Donc, ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Ah, c'est vraiment magnifique. On voyait sur la couverture, la 4e de couverture, il est écrit « Il y a des cauchemars dont on ne se réveille jamais ». Et c'est une très bonne façon de pénétrer dans l'univers que vous nous proposez, Alain Lafont. Est-ce que ce livre s'adresse à tous les publics?
Ça s'adresse plus à un public adulte. Je vous dirais que j'ai essayé de viser un peu... Mes auteurs préférés, c'était Stephen King, Dean Koontz à l'époque, Arthur C. Clarke. C'est un public adulte. En tant que Québécois, je pense qu'on est capable d'aller chercher ce même public-là. On n'est pas limité à un marché secondaire. On peut vraiment mettre la barre aussi haute que les grands de la littérature dans le domaine. Donc, vous allez aller chercher à peu près le même public que ces grands auteurs, qui sont des auteurs américains. C'est mon objectif. Mais pour la première fois, nous avons donc un Québécois qui pourrait éventuellement devenir un concurrent de taille pour ces auteurs qu'on lit en traduction depuis des années maintenant. C'est mon rêve, dans un sens. Je pourrais dire que depuis le nombre d'années où est-ce que j'achète les traductions américaines, si les Américains pouvaient acheter mes traductions, je serais très, très heureux. Ah, nous serions très heureux aussi de voir un Québécois se démarquer sur la scène des thrillers fantastiques, qui est un genre littéraire vraiment très prisé, pour lequel il y a plusieurs best-sellers consacrés. Et c'est un domaine qui est sous-exploité au Québec, je trouve. Okay. Donc, vous serez peut-être celui qui va nous ouvrir la voie à de nouveaux succès. Le premier de votre trilogie vient tout juste de paraître cet automne, Les Voyageurs de la nuit. Qu'est-ce qui va venir ensuite? Est-ce que vous allez nous ramener dans cet univers, dans un deuxième projet d'écriture? Je vous ramène dans cet univers dans un deuxième projet, oui. Le deuxième est déjà en cours d'écriture, devrait sortir au début 2013, dans le deuxième trimestre environ. C'est probablement un ouvrage de la même ampleur. J'ai pas décidé de diminuer. C'est pas moi qui contrôle l'histoire, c'est l'histoire qui me contrôle. Je fais partie de ces auteurs-là qui se lancent et ça sort, c'est un flot, c'est un raz-de-marée impossible à arrêter. OK. Alors, vous êtes dans une espèce d'écriture volcan. Oui. Vous avez emmagasiné depuis des années des impressions, des sujets, des expériences que vous allez nous livrer dans le cadre d'un tome 2, qui va s'intituler comment? L'incréé. L'incréé. Alors, vous êtes vraiment dans le domaine de l'inventivité, là. C'est dans le domaine du thriller fantastique. Okay. La composante thriller, je la trouve importante parce que du fantasy, on en a au Québec, mais le côté thriller, là où est-ce qu'on veut que le lecteur soit vraiment sur le bord de sa chaise, ait de la difficulté à s'endormir, se couche le soir, mais la lumière doit rester ouverte. C'est vraiment ça que j'essaie de recréer comme ambiance. Ah ben, c'était un très beau pari d'écriture et votre style qui est très fluide et très entraînant, effectivement, va convenir à tous les lectorats de 15 ans et plus sans aucun problème. J'en suis persuadée. Moi, j'ai adoré la lecture de votre livre. C'est vraiment une écriture qui, effectivement, nous entraîne dans une zone de vulnérabilité comme lecteur. Et je pense que vous avez là une clé gagnante pour rallier tous ceux qui aiment la lecture un peu mystérieuse, la lecture où le lecteur ne peut pas faire autrement que de s'impliquer même dans le propos qui est défendu. J'espérais sortir des sentiers battus avec ce genre de livre-là. Je voulais pas avoir une histoire qui était du remâché, une histoire qui était une reprise d'idées déjà faites. Donc, ce livre-là s'adresse vraiment à des lecteurs qui veulent de la nouveauté, qui veulent explorer un nouveau territoire. C'est l'objectif que je pense avoir atteint. Alors, dans les expériences de lecture à faire cet automne, Les Voyageurs de la nuit sont vraiment un incontournable qu'on recommande à tous. Maintenant, vous avez aussi créé votre maison d'édition. Voulez-vous nous parler un petit peu de l'objectif que vous visez à travers ce geste? Éventuellement, j'aimerais bien pouvoir aider d'autres auteurs dans le même domaine, au niveau de la fiction, au niveau du thriller fantastique. Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul au Québec. Il y en a d'autres. C'est un marché qui est piétiné par des dinosaures américains, malheureusement. À ce niveau-là, je pense que les auteurs d'ici ont besoin d'un petit coup de pouce. Le premier objectif, c'est bien sûr de publier mon livre, de pouvoir l'imprimer, le diffuser, le distribuer. Le second, ça va pouvoir être d'aider mes semblables. Et votre maison d'édition s'appelle? Onirium. 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 Et là, on fait référence, bien sûr, au monde du rêve. Absolument.
OK. C'était la principale source d'inspiration, donc je pense que c'était un peu adéquat comme nom de maison d'édition. On peut vous suivre sur votre site web, j'imagine, mais on pourra aussi se donner rendez-vous peut-être prochainement cet automne. À quel endroit peut-on vous voir? Je vais être au Salon du livre de Sherbrooke le samedi 13 octobre. Je serai également au Salon du livre de Montréal les 6 jours. Donc, puis la plupart des autres salons du livre, là, vous pourrez me voir... Pour la saison 2013. Pour la saison 2013. Et si on veut vous retrouver sur Internet? Vous pouvez le faire sur mon site, donc www.édition-onerium.com. Vous avez aussi un lien pour m'écrire ou vous inscrire à une infolettre. Ah, mais c'est très bien. Alors, pour tous ceux et celles qui aiment être déstabilisés, qui aiment une expérience de lecture vraiment différente, le nouveau thriller fantastique de Alain Lafont est maintenant disponible dans toutes les librairies du Québec. Oui. On vous invite à le découvrir, évidemment, et à suivre l'évolution de cette carrière. Et ce n'est qu'un début pour Alain Lafont que vous allez sûrement retrouver dans les différents salons du livre et dans les médias prochainement. Parce que, vous savez, la nuit porte conseil. Alors, le sommeil est souvent notre dernier refuge et Alain Lafont vient de l'ébranler de façon systématique. Alors, c'est ce qui termine notre émission pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bien sûr bonne lecture, bon contact avec les auteurs que nous vous avons présentés avec un grand plaisir. Revenez-nous à une prochaine. C'était Marie Brassard pour Histoire de livre. Thank you.